Ce soir, nous sommes là pour un thème précis que nous avons commencé depuis le mercredi. Et on parlait de l'entrepreneuriat. Et on a eu déjà 2 séances. La première séance, c'était c'est quoi l'entrepreneuriat? Et les invités nous ont parlé de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et nous sommes tous ensemble. Ici, on a compris ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et la deuxième séance a évoqué le sujet de comment gérer une entreprise, la gestion de l'entreprise, la gestion de ce qu'on a entrepris. Et hier, on a eu nos chers comptables et financiers qui nous ont parlé de cela. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un thème très capital. C'est comment gérer la santé mentale et physique de l'entrepreneur. Et quand on parle de la santé mentale et physique, les gens vont nous demander qu'est-ce que c'est. Moi-même, je ne sais pas trop. C'est pour cela qu'on a appelé le spécialiste pour nous en dire plus. Donc, je vais vous demander d'accueillir et je vais vous présenter en même temps notre invité du jour qui est Dr Thiou Emmanuel. Docteur, bonne arrivée. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos pasteurs qui sont présents parmi nous. Bonsoir à mes frères et sœurs. Je suis vraiment très content d'être devant vous ce matin, ce soir plutôt, pour essayer d'avoir des éléments de réponse par rapport à ce thème capital que nous avons commencé à décortiquer depuis le mardi. Merci. Merci, docteur. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je suis sûr que vous avez suivi durant les 2 séances qui se sont passées et on nous a expliqué ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et nous savons que l'entrepreneuriat, nous avons vu que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et nous allons maintenant voir celui qui entreprend, l'entrepreneur, comment il peut gérer sa santé mentale et physique. Donc du coup, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est vraiment la santé mentale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la santé mentale? Ok, frère Wina, merci pour la question. Avant de commencer, permettez-moi d'abord de donner une définition sur la santé elle-même. Merci. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est le garant de la santé dans le monde entier, elle définit l'OMS comme telle. C'est une définition linéaire que je vais vous lire et après je vais expliquer par des termes plus simples pour que nous comprenions. L'OMS dit: la santé est un état de complet bien-être mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. Ça veut dire quoi? Généralement, nous pensons que c'est quand quelqu'un dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je vomis, j'ai tel, c'est là on dit la personne est malade. Ou bien peut-être lorsque la personne a un handicap, la personne est sourde, la personne est muette, la personne est paralytique, on dit ah, ça c'est une personne malade. Mais l'OMS ne définit pas la maladie, la santé plutôt, de cette manière. L'OMS dit quoi? L'homme est formé de plusieurs entités. Donc l'OMS dit, tout d'abord, on prend le volet physique, c'est-à-dire le corps. Lorsque le corps va bien, on dit la santé physique est là. Ça, c'est le complet bien-être physique. Ensuite, l'OMS dit, une personne réfléchit, une personne a des sentiments, une personne a une capacité de réagir par rapport à certaines situations. Et ces réactions-là sont, par rapport à la majorité des personnes, pratiquement les mêmes, même si elles diffèrent un peu face aux situations. Et l'OMS dit, si la personne réagit bien, on dit alors que la personne est dans un état de complet bien-être mental. Et l'OMS dit, ce n'est pas fini. Il y a le côté social, puisqu'on ne vit pas seul. On vit dans une société. On a des interactions avec plusieurs personnes. L'OMS dit alors, lorsque la personne est capable d'interagir normalement avec ses collègues, sa famille, ses amis, par exemple, les fous, par exemple, ne peuvent pas interagir avec les autres. Donc, on dit alors que la personne est dans un état de complet bien-être social. Lorsque ces 3-là sont réunis, c'est là on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. Merci. Pour revenir maintenant
sur la santé physique et la santé mentale. J'ai un peu balayé tout dans la définition de l'OMS. Mais lorsqu'on parle de la santé physique, ça se rapporte généralement au corps humain. C'est ça que nous tous nous connaissons. La personne a mal à la tête, la personne a mal au ventre, la personne te dit, ces derniers temps-là, j'ai mal au dos. Ça, c'est le physique, c'est le corps. Tous les organes qui sont sur le corps, la tête, les yeux, les oreilles, tout ça là, ça constitue le physique. Il s'agit du fonctionnement optimal du corps qu'on appelle la santé physique. Ça veut dire que notre corps fonctionne au meilleur de sa forme sur une période donnée. C'est ça la santé physique. Maintenant, lorsque nous prenons la santé mentale, j'ai également eu un peu à l'introduire. La santé mentale dit quoi? C'est la capacité de l'homme. C'est la capacité de l'homme à affronter les difficultés normales de la vie. C'est-à-dire quoi? Toutes les sources de stress qu'on a quotidiennement, il faut que l'homme puisse bien réagir par rapport à cela. C'est la capacité de l'homme, le bien-être mental qui lui permet de bien réagir par rapport à cela. Ensuite, de bien travailler. Ensuite, d'apprendre. Ça veut dire que la personne est capable d'apprendre. Ensuite, par exemple, d'établir des liens enrichissants avec son entourage. De réaliser son plein potentiel, parce que chaque personne a un potentiel à lui. De réaliser son plein potentiel et enfin d'apporter une contribution à la communauté. Lorsque tout cela est réuni, ça fait beaucoup, excusez-moi, mais c'est la façon dont je dois l'expliquer pour que vous compreniez. C'est là on dit que la personne est en bonne santé mentale. Le problème avec la santé mentale, nous pensons que c'est rien que les fous, ou bien rien que les gens qui ne sont pas normaux, qui sont bipolaires. On pense que c'est eux qu'on appelle des gens qui sont malades mentaux. Non. Si une personne, par exemple, est trop isolée des autres, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils n'arrivent pas à interagir avec les autres. Ils sont très isolés. Ils sont tout le temps dans la chambre. Cette personne, par exemple, elle n'est pas en bonne santé mentale. Donc, c'est un peu ça. Merci, docteur. Et merci pour l'explication. Vous avez dit beaucoup de choses et on a compris. Et dans votre explication, j'ai vu que, en fait, la santé, c'est un ensemble du mental, du physique et l'interaction entre l'homme et sa société. Maintenant, est-ce qu'on peut dissocier la santé mentale de la santé physique? Est-ce qu'on peut dissocier les deux? Je devais le dire, mais je n'ai pas voulu devancer votre question. Oui. Le thème de notre convention, c'est équilibre. Oui. Équilibre revient encore ici. Ça veut dire que santé mentale et santé physique, il faut un équilibre entre les deux. C'est comme les deux faces de la pièce. Il faut que les deux soient au même niveau. On ne peut pas dissocier les deux. Les deux sont reliés. Bon, dans la définition de la santé, j'ai parlé de bien-être physique, mental et social. Généralement, pour moins compliquer les choses, on met le mental et le social dans mental simplement. Donc, c'est pour ça qu'on va aller en physique et mental. Comprenez que dans mental, santé mentale, il y a également le social. Donc, on ne peut pas dissocier les deux types de santé. Les deux types de santé physique et mentale sont reliés. Je prends un exemple. Lorsque nous prenons la santé physique, lorsque nous faisons face à certaines maladies, je pense que personne n'est content d'être malade. Lorsque nous tombons malades, nous sommes angoissés. Ah, comment la maladie là va se passer? Est-ce que mes activités, je peux y aller? Est-ce que ça va s'aggraver? Donc, on est angoissé, on est anxieux, parfois on est triste, parfois on est en colère. Et pour certaines maladies très graves, comme le cancer, le sida, la personne est même en même temps découragée. Et ces sentiments-là que je viens de citer, ça fait partie de la santé mentale. Ça veut dire que la santé physique là qui était atteinte au début a altéré également la santé mentale. Ce qui fait que si la santé physique n'est pas là, la santé mentale a du mal également à être là. Ça, c'est sur ce point. On est même obligé, dans notre domaine en tant que médecin, dans le cas de certaines maladies très graves, d'agir également sur le volet mental. Il ne s'agit pas juste de se concentrer, par exemple, sur une personne qui souffre d'un cancer, de faire le traitement et puis c'est fini. Ou bien une personne qui souffre du sida, de faire le traitement et puis c'est fini. Non, il faut discuter avec lui. On appelle ça dans notre jargon psychothérapie. C'est-à-dire, on lui parle, on essaie de l'aider, de le rassurer pour que le mental y est. Car la santé mentale fait toute la différence. Pratiquement sur le plan physique, nous sommes les mêmes. Mais la santé mentale, c'est ça qui détermine comment chacun réagit par rapport aux difficultés et aux situations de la vie. C'est pour cela que vous verrez deux personnes avoir la même maladie.
le traitement être le même, mais en raison peut-être de la santé mentale de quelqu'un qui est meilleur, lui, il s'en sort parce que le système immunitaire également suit. Donc, on ne peut pas dissocier. Lorsque je prends l'inverse, la santé mentale, par exemple, lorsqu'on prend, par exemple, un fou, lorsqu'on prend, par exemple, une personne bipolaire, je pense que nous tous, nous voyons les fous. On voit en même temps que, rapidement, ils ne sont plus en bonne santé sur le plan physique. Peut-être c'est des plaies là sur le corps, peut-être c'est des blessures. Ce qui fait que lorsque le mental également n'est pas là, le physique ne peut pas suivre. Alors, je prends également d'autres exemples. Lorsqu'on est en colère, ou on est stressé par exemple, nous tous nous disons, attention, tu vas avoir l'AVC. AVC. Pourquoi? Parce que la colère, le stress, ces réactions-là qui font partie en réalité de la santé mentale peuvent toucher également certaines parties du corps et entraîner les maladies qu'on appelle cardiovasculaires, dont l'hypertension artérielle. Lorsque nous faisons face également à une situation de stress intense, le stress également qui fait partie de la santé mentale, on voit qu'à un moment donné, on est épuisé, on est fatigué, on peut même être en colère, on peut être même triste. Et parfois même, on a même des maux de tête bizarres. Il y a même une expression dans notre jargon, on dit céphalée de stress. C'est-à-dire céphalée, on n'a pas trouvé de cause à ces maux de tête-là. On a cherché jusqu'à les médecins ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et à un moment donné, ils l'ont appelé céphalée de stress. Et ça touche beaucoup plus les femmes. Parce que les femmes font face à beaucoup de stress quotidien, la maison, parfois le boulot, etc. C'est pour dire quoi? Qu'il y a même des maux qui sont sur le corps. Mais lorsqu'on explore le corps, on ne voit rien. Mais on se rend compte que c'est parce que, au niveau mental, au niveau de son bien-être mental, il y avait un souci, que le corps est en train également de réagir. Donc, la santé mentale et la santé physique sont indissociables. Merci, docteur, pour l'explication. Dans votre explication, je viens d'entendre un mot étrange où vous avez parlé de céphalée, stress, de céphalée, c'est ça, non? Céphalée de stress, c'est ça, non? Oui, oui. Ok. Je vais aller dans la même optique et voir. Parce que nous voyons que l'entrepreneur, dans son travail, il est confronté à beaucoup de stress, de l'anxiété. On peut dire, par exemple, il a fait un prêt et il a payé des marchandises. Voilà que le bateau qui amène la marchandise a fait naufrage. Face à ce stress, quel est l'impact direct sur la santé de l'entrepreneur? Ok. Excusez-moi, peut-être j'ai utilisé un terme trop technique. Quand on dit céphalée, c'est mot de tête simplement. Je vais essayer d'aller avec des termes que nous tous nous connaissons. Je vais dire que, en fait, il ne s'agit pas seulement de l'entrepreneur. C'est vrai que dans notre thème, on parle de l'entrepreneur, mais nous tous, quelle que soit l'activité, quel que soit, même les salariés, même ceux qui travaillent dans les organisations internationales, ils sont soumis à ce qu'on appelle le stress, l'anxiété et encore beaucoup d'autres sentiments. Mais on va s'accentuer sur l'entrepreneur, même si les réactions sont pratiquement les mêmes. C'est quoi le stress? Le stress, c'est une réaction physiologique normale. Ce n'est pas anormal. Le stress est totalement normal. C'est une réaction physiologique normale du corps humain à une situation anormale. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, je suis là et puis on m'annonce une nouvelle. Et la nouvelle est bizarre. Ou bien peut-être on me donne une charge de travail, le travail me dépasse. Ou bien le travail est énorme. Comme c'est une situation anormale, je ne m'y attendais pas. Il y a en même temps un stress qui vient en moi. Le stress est normal. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une réaction physiologique normale de l'organisme face à une situation anormale. On ne peut pas faire en dehors du stress, ou bien on ne peut pas laisser le stress de côté. Le stress fait partie de notre vie quotidienne et on doit simplement apprendre à le gérer. En fait, ça permet à l'organisme de s'adapter aux différents événements. Événements soit positifs, soit négatifs. Donc le stress, on doit faire avec. Quelle que soit la situation, le stress sera toujours là. Une vie sans stress, je pense que ça, c'est seulement les morts qui ont cette vie-là. Je reprends l'anxiété. L'anxiété, souvent, on la confond avec la peur. Ce n'est pas la même chose. La peur, c'est lorsque on est confronté à une situation sur laquelle on peut donner un nom. Par exemple, je vois un serpent et puis j'ai peur. Ça, c'est la peur. L'anxiété, c'est quoi? C'est lorsqu'on est confronté à une situation, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'est une situation inconnue, c'est vague. Mais je sens qu'il y a une situation qui va venir, je ne maîtrise pas. Là, je suis anxieux. Je n'ai pas encore peur, mais je suis anxieux. C'est ça qu'on appelle l'anxiété. C'est une réaction par rapport à une situation
qui va venir, une situation inconnue, une situation vague dont je n'ai aucune idée. Donc, l'anxiété, par exemple, ça peut entraîner également beaucoup de choses. Donc, je vais aller simplement. Ces deux réactions que j'ai données, le stress et également l'anxiété, agissent sur l'organisme de façon différente et à des degrés différents. Comme j'ai dit, on ne peut pas faire sans. Souvent, il faut plutôt gérer. Et il faut également limiter peut-être les facteurs de stress et d'anxiété. Mais sinon, quelle que soit notre vie sur Terre, on sera confronté au stress et à l'anxiété. Quel est l'impact maintenant de ce stress, de cette anxiété sur le corps humain, sur la santé mentale? Je prends premièrement le corps humain. J'ai donné tout de suite ce qu'on appelle les céphalées de stress ou simplement maux de tête. Donc l'anxiété donne des maux de tête. Pour donner un exemple simple, pour préparer ce travail, j'ai été soumis à des céphalées de stress, à des maux de tête, parce que je me disais comment résumer pour que les gens puissent comprendre. Ça, c'est un exemple simple. J'avais des maux de tête. Je sais que je ne suis pas malade, mais je sais que c'est le stress que j'ai accumulé à cause du travail que je veux faire qui m'a donné des maux de tête. À part les maux de tête, parfois on a mal dans tout le corps. Je pense que certains d'entre vous sont une fois allés à l'hôpital, on leur a dit que l'analyse n'a rien révélé. Hein. Peut-être c'était un stress, peut-être c'était une anxiété, vous ne savez pas. À part ça, on a l'insomnie. Le stress va faire jusqu'à parfois même, on n'arrive pas à dormir. Le stress même parfois nous empêche de manger. Ou bien nous fait trop manger, ça dépend du type de stress. Le stress également provoque souvent chez nous, excusez-moi, je vais... Ok. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Donc, le stress provoque également chez nous parfois des troubles digestifs. Parfois, lorsque tu es confronté à une situation d'anxiété, tu sens une forme de constipation alors que tu n'étais pas constipé avant. Subitement, en même temps, tu as le ventre qui se noue, tu as une constipation, tu as des troubles digestifs. Et il ne faut pas oublier la fatigue également. Le stress entraîne une fatigue. Parfois même, lorsque ce stress-là est prolongé, ça entraîne un épuisement mental qu'on appelle même burn-out et qui même peut tuer la personne. Pour aller maintenant sur le plan de la santé mentale, puisqu'on est également sur les deux plans, sur la santé mentale, ça entraîne d'abord, la personne est nerveuse. Lorsqu'on est soumis à un stress intense, lorsqu'on est anxieux, on est nerveux. Ensuite, on est irritable. Ça veut dire quoi? Petite chose, on se fâche. Petite chose, on se fâche. Il a donné l'exemple, par exemple, d'une personne qui a fait un prêt, qui est confrontée, par exemple, à une anxiété. Il ne sait pas comment ça va se passer, ou bien il y a une situation qui fait que il se dit, comment ça va se passer? Il est confronté à une anxiété. En ce moment, tu lui poses une question tout de suite, il te rejette. Tout de suite. Il te balaie rapidement. Alors qu'avant, vous parlez très bien. Nos parents même ont parfois ce genre de réaction envers nous-mêmes, ne comprenons pas. Peut-être le stress de la fin du mois, le stress de la rentrée qui approche, l'anxiété. Donc, l'irritabilité et la nervosité, même parfois l'agressivité. À part ça, par exemple, ça entraîne des difficultés de concentration. Lorsqu'on est stressé, on a du mal à se concentrer pour faire un travail important. C'est vrai que le degré est différent par rapport à chacun parce que d'autres savent très bien le gérer, mais normalement, ça entraîne des difficultés de concentration. Chez d'autres personnes, ça entraîne même un isolement. La personne s'isole, il se replie sur lui. Il est là, il réfléchit tout seul. Tu ne sais pas à quoi il pense. Ça, c'est une situation de stress ou une situation d'anxiété. Et il ne faut pas oublier, le stress également entraîne surtout, je veux venir sur ce point, parce que ça dérange beaucoup l'entrepreneur, des difficultés à prendre des décisions. Il ne sait plus prendre des décisions. Il est perdu. Ce qui fait qu'il a du mal à permettre à son entreprise de développer face à certaines situations de stress et d'anxiété. Merci. Merci, docteur. Merci pour les explications. Et avant d'arriver sur l'impact de ces stress sur ce que entreprend l'entrepreneur, parfois, par exemple, les stress dont vous parlez, vous avez parlé tout à l'heure des insomnies. La personne n'arrive plus à dormir et tout ça là. Bon, il y a des gens, ils prennent des produits. Ils prennent des produits. Peut-être une fois, il a été à l'hôpital et on l'a prescrit un produit pour dormir ou bien un produit pour les maux de tête. Et chaque fois, quand ça commence, c'est ce qu'il prend. C'est ce qu'il prend. C'est ce qu'il prend. Est-ce qu'il y a des effets par rapport à ça ou bien c'est une bonne habitude? Non, bien sûr, ce n'est pas une bonne habitude. Dans notre jargon médical, on appelle ça l'automédication. Ça veut dire que tout seul,
sans consulter personne, ou bien on ne t'a pas demandé de renouveler une ordonnance, tu te lèves et puis tu continues de prendre un médicament régulièrement. Ça, ce n'est pas du tout Oui, bien. docteur, ça fait du bien. Parce que demain, il y a encore le stress qui est là. Je n'ai pas dormi aujourd'hui, ni demain. Je dis, bon, il y a le comprimé là, hein, ça m'arrange. Hein. Je vais prendre encore un comprimé. Il faut encore Effectivement. aller à l'hôpital pour demander au docteur si je vais prendre ça. J'ai toujours l'ordonnance. Hein. Effectivement. On a l'impression en réalité que ça fait du bien. Parce que cette insomnie-là, tu te dis, ah, je n'arrive pas à dormir. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3 jours. Tu vas à l'hôpital, le médecin te prescrit le médicament. C'est pour cela que je viens de parler des 2 volets. On ne peut pas agir sur le volet physique sans ne pas agir sur le volet mental. Si par exemple le médecin fait le travail de t'expliquer un peu pourquoi est-ce que tu as cette insomnie et il essaie de te rassurer par rapport au plan mental, essayer de voir s'il y a une situation de stress, il essaie de te demander de gérer ou bien limiter ce facteur de stress, tu verras que tu dormiras bien sans ce médicament. Le problème de ces médicaments que nous appelons anxiolytiques ou même voire les antidépresseurs, ça dépend de la DCI, c'est-à-dire de la dénomination commune internationale du médicament, c'est que ça crée une dépendance. On va y revenir un peu sur l'impact. Ça crée une dépendance et chaque jour, tu seras obligé de prendre ce médicament. Sinon, sans ce médicament, tu ne pourras pas dormir. Même si tu n'es pas stressé, tu prendras ce médicament parce que tu veux dormir. Alors que tu n'es pas stressé et tu pouvais dormir sans le médicament. Mais tu es devenu, on dit, addicté. C'est-à-dire que c'est devenu une nécessité pour toi de prendre ce médicament tout le temps. C'est pour ça qu'il faut parfois retourner vers le médecin s'il y a d'autres facteurs qui expliquent peut-être la maladie que tu ressens, expliquer pour qu'il puisse t'aider. Merci. Merci, docteur. Merci. Je pense que vous avez parlé tout à l'heure de l'impact de ces choses sur la vie déjà de l'employeur. Maintenant, est-ce que vous avez dit que, par exemple, le stress empêche l'entrepreneur de prendre des bonnes décisions? Est-ce que ces trucs-là peuvent agir sur ce qu'il entreprend? Oui, comme j'ai commencé par le dire, j'ai dit, ça ne dépend pas seulement ou bien ce n'est pas uniquement en rapport avec l'entrepreneur tout seul. Quels que soient les domaines d'activité, même les salariés, même ceux qui travaillent dans les organisations internationales, même les businessmen, comme on a appris de ces 2 jours également, le stress a des effets néfastes. Il y a aussi parfois certains effets bénéfiques, mais des effets néfastes sur non seulement lui-même, mais sur en même temps l'activité qu'il entreprend et l'entourage qu'il a autour de lui. Si on veut se concentrer par exemple sur l'entrepreneur, j'ai cité certains symptômes qu'un stress exagéré entraîne sur le corps. Des céphalées, des maux de tête, excusez-moi, des maux de tête, des douleurs musculaires articulaires, une insomnie, une fatigue par exemple, des troubles digestifs, une constipation. Quelqu'un qui a tous ces symptômes-là, vous pensez que la personne se porte bien? Non, il ne pourra pas bien développer son activité. Il est obligé de prendre du temps d'aller à l'hôpital. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit le jour au jour. Aujourd'hui, il peut se lever, il fait bien son activité, il a peut-être des millions. Demain, il se lève, peut-être la journée ne lui sourit pas bien, mais il a quelque chose. Il n'attend pas la fin du mois avant d'avoir un salaire. Mais lorsqu'il laisse ce stress-là avoir un impact sur sa santé physique, il est obligé d'aller à l'hôpital. Il va à l'hôpital, peut-être on lui donne des jours de repos. Ça veut dire peut-être qu'il fait 3, 4 jours, il n'est pas à son activité. Vous-même voyez le déficit qu'il accumule. Ce n'est pas un salarié où à la fin du mois, quelle que soit la situation, on lui donne un salaire. Il va manger comment? Nos bonnes dames qui sont au bord de la route, parfois même elles sont obligées de sortir les dimanches. Imaginez cette dame-là, à cause du stress intense, aller être clouée à l'hôpital. Le nombre de jours qu'elle est restée là-bas, peut-être même son activité est déjà en faillite. Donc c'est le risque principal sur le plan physique. Lorsque nous venons sur le plan mental, la santé mentale, comme j'ai dit, il y a une irritabilité, il y a même une agressivité, une nervosité. J'ai dit qu'il y a un manque de concentration. J'ai dit qu'il a des difficultés à prendre des décisions. Or, hier, on nous a appris, entrepreneur, c'est prendre des décisions. Des décisions tout le temps et permanemment. Quelqu'un qui n'est pas capable de prendre de bonnes décisions. D'abord, il n'est même pas capable de bien se concentrer. Si tu ne te concentres pas, ça veut dire que la décision que tu vas prendre est une décision erronée. Maintenant, tu te concentres. Maintenant, au moment de prendre la décision aussi, ou bien tu t'isoles. Tu es irritable.
on te propose une idée, parce que tu es nerveux, tu es irritable, tu n'arrives pas peut-être à accepter cette suggestion qu'un collaborateur te propose. Donc tu prends des mauvaises décisions. Et une mauvaise décision en entrepreneuriat peut être même, comment je vais dire, peut entraîner en même temps la faillite de ton Fatal. entreprise en un instant. Parce que l'entrepreneuriat laisse la marge à peu d'erreurs. Donc c'est un peu ça les principaux risques qu'on peut avoir. Merci, docteur. Et nous allons tourner vers le public. Si quelqu'un a une question pour le docteur, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Ok, docteur. Et j'aimerais que vous donniez un conseil en tant que médecin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un entrepreneur pour que sa santé mentale et physique soit saine? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet entrepreneur qui tout le temps est confronté au stress, à l'anxiété? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Ok, merci pour la question. Je vais prendre d'abord sur la santé physique parce qu'on parle de santé physique et Oui, santé mentale. oui, Maman l'a dit hier et même la Bible dit, nous sommes en trois entités. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous résidons dans un corps. Mais le corps que nous avons, c'est lui qui nous maintient en vie sur cette terre. Si nous délaissons ce corps, ou bien si nous abusons, nous usons, ou bien nous utilisons n'importe comment ce corps, si ce corps nous lâche, peu importe la destinée que nous avons, peu importe ce que Dieu avait dit, je pense que tu es mort. Et ta destinée, ça va être enterré avec toi au tombeau. C'est pour cela notre corps que Dieu nous a donné, nous devons en prendre vraiment soin. Et même la Bible dit, c'est pour ça que Dieu a parlé des trois entités. Et Dieu même donne des conseils, si nous lisons bien la Bible, Dieu donne des conseils sur l'alimentation. Il parle de comment ne pas prendre par exemple l'alcool, comment ne pas prendre les drogues. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ce que je vais dire qui sont en réalité contenues dans la Bible et même qu'on peut voir avec la vie même de Jésus. Parce que la vie de Jésus même est une vie exemplaire que nous devons suivre. Jésus étant notre modèle parfait. Je vais commencer d'abord par l'alimentation. Il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça veut dire quoi une alimentation saine et équilibrée? Ça veut dire qu'il faut éviter les aliments trop sucrés, les aliments trop gras, les aliments trop salés. Et il faut prendre assez de légumes et de fruits qui sont très bons pour la santé. Cela permet d'éviter beaucoup de maladies cancéreuses et de maladies cardiovasculaires. Ensuite, il faut faire une activité physique régulière. Comme je l'ai dit, on va se baser un peu sur la vie de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus marchait beaucoup. La marche, beaucoup ne le savent pas, mais c'est la meilleure activité physique qui existe. Il ne s'agit pas d'aller forcément tous les samedis sur un terrain courir pour dire que je fais du sport, non. La simple marche de 30 minutes de façon prolongée chaque jour, ou même si c'est une fois chaque 2 jours, c'est déjà une très bonne activité physique. Il faut éviter la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi? C'est le fait de rester sur place. Avant, au temps de Jésus, ils étaient nomades. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto. Maintenant, nous avons une vie de nomade. On prend la voiture, on arrive au boulot, on s'assoit dans le bureau. À 19h, on repart, on va à la maison, on s'assoit dans le canapé, ensuite on dort. Ça fait que notre vie est une vie où on ne marche pas assez, on reste beaucoup sur place. Il faut avoir une vie sédentaire, marcher un peu. Ensuite, il faut éviter la drogue, il faut éviter l'alcool, il faut éviter les stimulants. Par exemple, le café. Je vais dire plutôt limité. Par exemple, le café. À part le café, il y a beaucoup de choses que nous prenons maintenant. Les Red Bull, comment on appelle un exemple encore? Roche, par exemple, voilà, le plus connu. Ces trucs, ce sont des stimulants et en réalité, ce n'est pas bon pour la santé. Ça a des effets néfastes sur la santé lorsqu'on en prend beaucoup. Même le café, beaucoup ne le savent pas. Il faut éviter également de prendre des médicaments n'importe comment. Il a parlé des médicaments qui sont addictifs. Même le paracétamol pris à dose non recommandée peut être addictif. Moi, j'ai vu un patient qui prenait le paracétamol régulièrement, chaque 3-4 heures. Il était addicté, il ne savait même pas. C'est moi qui lui ai appris. Donc, c'est certains exemples. Il faut boire également beaucoup d'eau. Donc, je vais insister dessus. Il faut boire également beaucoup d'eau. Ça, c'est pour le volet physique. Certains de ces conseils reviennent également sur le volet mental, notamment l'alimentation
une alimentation équilibrée, éviter la sédentarité, avoir une activité physique régulière. Maintenant, en dehors de ça, le premier conseil sur la santé mentale que je vais nous donner, c'est méditer la parole de Dieu et prier suffisamment. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, même lorsque nous sommes fatigués, Dieu nous revigore. C'est pour ça qu'il dit également, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous accorderai du repos. Je vais dire que la Bible ou la méditation de la parole de Dieu ou la présence de Dieu est le meilleur anxiolytique qui peut exister. Donc, je vais nous exhorter, la jeunesse, à méditer régulièrement la parole de Dieu. C'est un anxiolytique parfait. On va continuer, puisque le temps est contre nous. Il faut également dormir suffisamment. Dormir suffisamment, c'est important. Je parlais de maintenir notre corps en bonne santé. Souvent, on pense qu'on court beaucoup parce qu'on se dit on a des objectifs. Mais en réalité, on use le corps. Le corps qui doit peut-être mourir à 90 ans, le corps là, à 50 ans, 60 ans, tu vois ce corps, tu ne reconnais pas ce corps. Il faut dormir suffisamment. Lorsque le corps nous envoie régulièrement des signaux, il ne faut pas ignorer les signaux que le corps t'envoie. Lorsque le corps te dit assez, il faut savoir dire assez. Il faut arrêter de dire à cause de 10 000, je vais aller là-bas. Tu vas mourir plutôt que prévu. Le burn-out est une réalité. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans nos réalités africaines, mais si vous lisez un peu l'actualité, des gens démissionnent chez les Blancs juste à cause d'un stress pas possible ou juste parce qu'ils n'arrivent pas à dormir suffisamment. Le Blanc vit plus longtemps que nous à cause de ça. Parce qu'il sait prendre soin de son corps. Pas qu'il adore mieux Dieu que nous, mais il sait prendre soin de son corps. Dormir quand il le faut. Quand le corps lui dit niet, niet. On te donne congé, tu dis non, je vais vendre les congés pour travailler. On sait pourquoi on a établi les congés sur l'année. C'est parce que le corps a besoin de repos. Même l'école, on fait 9 mois après, on nous donne quelques mois. Ce n'est pas un hasard. Le monde fonctionne de cette manière parce que le corps qui nous maintient en vie sur terre a besoin de se reposer. Arrêtez de dire, les grands entrepreneurs, c'est 4 heures, 2 heures de sommeil. Vous allez mourir tôt, même si vous avez l'argent. Ça sert à quoi? Reposez-vous au moins 5 à 6 heures par jour, quelle que soit la situation. À part ça, il faut avoir des passe-temps. Ça veut dire quoi? Avoir des activités, des loisirs qui nous font plaisir. Il ne faut pas être englué seulement dans le boulot, boulot, boulot. Ou bien avoir une routine, boulot, travail, église, c'est tout. Il faut avoir des passe-temps. Il faut avoir des loisirs. Il faut avoir des passions. Ça ne veut pas dire que ces passions doivent être en déphasage avec la parole de Dieu, non. Mais il faut avoir des loisirs. Si c'est sorti pour toi, tu sors. Si c'est voyage en famille, tu voyages en famille. Si c'est lire, il faut lire. Si c'est écouter la musique, il faut écouter la musique. Si c'est danser, il faut danser. Si c'est pratiquer une activité physique, nager, le sport, donne-toi l'occasion de pouvoir faire autre chose. Ça évite beaucoup le stress et l'anxiété. Ensuite, il faut entretenir de bonnes relations positives avec notre entourage. Notre entourage qui nous entoure, ceux qui sont à côté de nous, nous devons avoir de bonnes relations avec eux. Parce que si nous n'avons pas de bonnes relations avec eux au boulot, par exemple, à l'église, ça va entraîner une source de stress, de colère, et tout ça là a un effet néfaste sur nous. Il faut également, lorsque nous traversons une situation difficile, avoir des personnes de confiance. Des personnes de confiance à qui on peut parler. Il ne faut pas se replier sur soi. Il ne faut pas être isolé. Il faut avoir des personnes à qui je peux dire, je suis en train de souffrir, je ne vais pas bien ces 2 derniers jours, je suis déprimé, aide-moi. Avoir des personnes de confiance qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous apporter un soutien en cas de situation difficile. Il faut limiter si possible, je vais dire si possible, ou bien diminuer les facteurs de stress que nous avons. Il n'est pas impossible, j'ai déjà dit, on peut gérer le stress, mais si possible de limiter ou de réduire les facteurs de risque que nous avons, il faut le faire. Il faut également savoir se poser des limites. Savoir se poser des limites, ça veut dire quoi? Si peut-être tu te dis, je ne veux pas faire ce travail et quelqu'un t'impose ce travail, il faut savoir dire non, je ne peux pas. Si quelqu'un t'envoie, tu sais que non, tu ne peux pas le faire, ou bien tu te sens fatigué, il faut savoir dire non. Savoir dire non est important. L'Africain a du mal à dire non. Le Blanc sait bien le faire, mais l'Africain a du mal à dire non. Cela dépend de notre santé physique, de notre santé mentale, et notre santé est primordiale pour notre vie sur Terre. Je vous le rappelle. Merci. Merci, docteur. Acclamez très fort. Merci, merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin
de notre discussion. Et merci, docteur, pour les éclaircissements. Donc, nous devons savoir que notre santé est importante. Nous devons avoir la santé pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons conçu avec le Seigneur. Bien que nous avons un Dieu qui nous protège, qui nous garde, mais notre santé, c'est nous-mêmes qui allons prendre compte comment ne pas surcharger notre santé. Donc c'est très important. Et je voudrais rappeler aussi quelque chose. Il faudrait que, au moins chaque 6 mois, chaque 1 an, il faudrait aller à l'hôpital, faire des bilans pour voir comment je suis. Parce que c'est important. C'est pas quand tu es malade, tu vas, on va dire que tu as ça, hein. Non. Il faut de temps en temps aller à l'hôpital, faire des analyses. Même si tu vas et qu'on ne trouve rien, c'est mieux. Les gens disent, je suis allé, on n'a rien vu. Tu es sûr que ce qu'on va voir là, on peut traiter? C'est ce que je dis souvent aux gens. Donc, dis gloire à Dieu, il faut de temps en temps aller se voir un médecin, discuter avec lui par rapport au stress. Si tu n'arrives pas, voir un spécialiste qui va vous aider. Merci, docteur, pour le temps et pour tout ce que tu nous as appris ce soir. Merci. Merci à vous aussi.